Bonjour à tous. Le DAB+ a été un peu un fil rouge pendant toute cette journée. Ça a commencé bien évidemment avec le président du CSA ce matin et ça va finir ce soir avec donc les panélistes qui sont présents avec moi. Ce que je vous propose, alors vous avez dû remarquer quand même quelque chose sur la diversité de ce panel. On n'a que des hommes. On devait avoir une jeune femme avec nous, donc de Radio Campus, qui malheureusement n'a pas pu venir, qui est remplacée avantageusement par Jean-Baptiste Tuzet, ici présent à ma droite. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse parce que des radios qui sont présentes ici, les représentants des radios qui sont ici, nous permettent de représenter également la diversité des contenus, et donc de faire un petit tour de table que vous présentiez et pourquoi le DAB+ dans votre stratégie? Donc une première petite question toute simple, sachant que le thème de cette table ronde, donc comme vous avez pu le voir sur le programme, c'est réussir ensemble le lancement du DAB+. Et c'était également le dernier message que Nicolas Curien a passé, c'est ensemble qu'on réussira le DAB+. Donc ce que je vous propose, c'est que vous vous présentiez très rapidement. On va commencer peut-être par Jean-Michel Candin qui est en bout de table là-bas. Donc Jean-Michel, directeur général associé de Radio France. Je vous laisse vous présenter et pourquoi le DAB+. Alors, pas directeur général associé, parce que je ne suis pas associé de Radio France, je suis désolé, c'est une société publique. Absolument. Non, adjoint, c'est déjà pas adjoint, excusez-moi. Pourquoi le DAB pour Radio France? C'est extrêmement simple, c'est que Radio France est financée, comme vous le savez, par le contribuable, et que Radio France doit donc pouvoir offrir ses programmes à ceux qui les financent, à ceux et celles qui les financent. Or, un certain nombre ne les captent pas. Un certain nombre ne les captent pas, tout simplement parce que certains de nos programmes, et oui, c'est vrai, ne sont pas captables sur l'ensemble du territoire. Je vais prendre un exemple simple. FIP, qui était une station dont la qualité est reconnue, 80 000 titres par an, une des radios qui offre le plus de diversité musicale au monde. Tout ça, c'est une espèce de pépite mondiale. Eh bien, cette radio, elle couvre 28% de la population française en FM. Elle couvre 6% du territoire. Donc on ne pense pas seulement à notre navire amiral France Inter, première radio de France. On pense aussi à l'intégralité de nos programmes, tout simplement parce que les Français, les Françaises sont en mesure d'exiger de pouvoir écouter les programmes qu'ils financent. Donc il y a déjà pour un certain nombre de nos radios le fait de pouvoir être diffusées là où elles ne le sont pas. Deuxièmement, il est de notre mission d'accompagner les usages. Aujourd'hui, l'audience se fait essentiellement par la FM. On sait très bien que ça évolue vers l'IP, ça évolue aussi vers le DAB. Et donc, on doit pouvoir répondre, quel que soit le canal qu'utilisent nos auditeurs, on doit pouvoir leur permettre d'écouter sur ce canal. Et le DAB, en ce sens, est un canal privilégié. Il offre également l'avantage, très concrètement, outre la qualité sonore, les données associées, blablabla, il offre l'avantage de garantir toujours la maîtrise par les éditeurs de leur spectre radioélectrique et donc de leur indépendance vis-à-vis des autres acteurs, et notamment les acteurs du numérique. Voilà. Il y a plein d'autres raisons, mais ça, c'est déjà pas mal. C'est des raisons déjà fondamentales, effectivement. Merci Jean-Michel. Jamil Chalak, juste à côté de vous. Enfin, Jamil. Alors, je m'appelle Jamil Chalak, je m'occupe de Radio Orient, qui est une radio qui a plus d'une trentaine d'années maintenant, qui était en FM et qui avait besoin de s'étendre, et qui est une radio complémentaire qui s'exprime en français et en arabe, et plutôt généraliste en termes de format. Donc on a été vers le DAB pour deux raisons. D'abord parce qu'en FM, les places se faisaient rares, et en DAB ensuite parce qu'on était depuis, pour d'autres raisons aussi un peu techniques, des croyants pratiquants du DAB+, en tant que norme. Et on avait envie que nos programmes soient écoutés, qu'on ait un retour dessus. On avait envie aussi que les gens puissent écouter la radio librement, c'est-à-dire de façon un peu libre, gratuite, bien sûr, pas pour nous, mais pour eux, et sans traçabilité. Et le DAB+, pour nous, c'est l'avenir. La radio a besoin de ça pour passer un cap supplémentaire, en réalité. Sans compter, mais je ne vais pas revenir sur ce que, évidemment, Jean-Michel dit très bien, on a les données associées, on a une meilleure qualité. Cela dit, la qualité de la FM est parfaite. Maintenant, ce n'est pas le souci. Donc il va falloir qu'on soit bon au lancement du DAB, et on se bat pour ça. Merci. Jamil. Christophe Mahé, président, directeur général d'Espace Group. Je ne vais pas m'être trompé cette fois-ci dans le titre. Bonjour tout le monde, bonjour monsieur le conseiller. Écoutez, je vais rebondir puisque je crois que tout a été développé par mes
mes deux confrères. Le plus, alors je vais essayer c'est que nous sommes financés par le marché publicitaire, donc il faut aussi qu'on accompagne nos annonceurs. On les accompagne bien évidemment essentiellement par la FM, mais pour reprendre par l'IP. Et un support qui se développe comme le DAB, on ne pouvait pas de toute façon être absent, puisque c'est le principe même de la radio. Et quand on croit à la radio et qu'on est persuadé que le concept de ce qu'on appelle radio par rapport aux plateformes, etc., a encore de belles années, on ne peut pas laisser passer cette opportunité que représente le DAB+. Et donc, Christophe Mahé, Espace Groupe, c'est M Radio, Jazz Radio, entre autres. Espace Groupe, c'est un bouquet de radio FM, Jazz, Virage, ODS, enfin une dizaine de marques. Depuis quelques temps, depuis quelques semaines, on a repris Nice Radio. Et aussi, on est assez puissant sur des bouquets de web radio qui développent d'autres produits. Merci. Et donc le dernier représentant des radios, donc Jean-Baptiste Tuzet, qui est le président directeur général de Crooner. Oui, Crooner Radio qui a un statut un peu particulier puisque je suis ce qu'on appelle un pure player. Je suis tout d'abord un enfant du service public, de France Inter essentiellement, et sous l'égide de mon ancien PDG, Roland Faure, qui était l'un des fondateurs en France de la norme DAB+, depuis 1995. En 2009, il m'a convaincu de réaliser mon rêve, qui était celui de voir exister en France une radio qui prête à rêver pour le public CSP+, que je connais bien et que j'ai appris à connaître à France Inter, donc Crooner Radio. Donc vous imaginez, 2009, 2011, les premières sélections, on va être bientôt en 2021, ça a été très long, la gestation a été longue, comme elle l'a été aussi un peu pour la TNT, comme elle l'a été pour la bande FM, qui existait depuis les années 60 et qui n'a vu son éclosion qu'en 1981. Mais je vous l'assure, le jeu en vaut la chandelle. Et aujourd'hui, très vite, nous voyons au fil du taux d'équipement progressif des adeptes arriver pour écouter donc notre radio Pure Player, c'est-à-dire qui s'est entièrement construite sur la promesse DAB+. Donc pour nous, le DAB+, n'est pas un complément, mais une fin en soi. Mais nous y croyons beaucoup pour toutes les raisons qui ont été dites, entre autres par mes éminents confrères. Merci à tous pour cette introduction de vos activités. Je vais maintenant basculer avec une ou deux questions pour Nicolas Curien, donc, qui nous répond d'Annecy, sauf erreur de ma part. Oui, Nicolas nous a présenté tout à l'heure dans la session précédente toute la stratégie de déploiement. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être quelques informations sur ce qui se passe dans le reste de l'Europe? Est-ce que le déploiement s'est ralenti ou pas avec la pandémie? Et est-ce que vous pouvez donner quelques chiffres peut-être d'audience? Parce là, on a parlé effectivement du déploiement, mais est-ce que vous avez quelques chiffres à partager ou de couverture que pourrait nous donner le CSA? Oui, bien volontiers. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en déployant le DAB+ en France, on ne donne pas dans l'exotisme. Nos voisins le font aussi. Les Britanniques, depuis une vingtaine d'années, qui ont augmenté longtemps la couverture et qu'aujourd'hui ont une couverture quasi totale, ils ont une écoute en DAB+, en numérique, des ondes qui doit dépasser 60%. L'Allemagne est partie plus tard, mais elle est allée très vite. La couverture du territoire est aussi là quasi totale et l'audience augmente à grands pas. Vous avez vu que la Suisse prévoit de basculer en 2022-2023, que les Belges aussi vont très rapidement et prévoient une bascule. Donc on s'inscrit dans un mouvement général, on ne fait pas preuve d'originalité et donc on est effectivement dans la fresque que j'évoquais tout à l'heure d'une évolution technologique naturelle où le DAB+ est appelé à devenir le successeur de l'AFM. Il y a encore des grandes ondes 40 ans après les débuts de l'AFM. Il y aura probablement encore de l'AFM et notamment dans des zones géographiques isolées dans quelques décennies, mais la technologie dominante de radiodiffusion deviendra le DAB+. Donc, voilà, on s'inscrit dans un concert international. Sur l'équipement,
C'est vous-même, mon cher Jean-Marc, qui m'avez donné des informations. On a des informations qui sont à la fois disparates et fragiles. Il y a un des chiffres que vous m'avez communiqué qui est un chiffre important, c'est qu'en stock, aujourd'hui, en Europe, on estime qu'il y a plus de 80 millions de récepteurs qui ont été vendus, incluant la puce d'âme. Donc ça, c'est un chiffre qui n'est pas négligeable. Concernant les postes en France, la vente des postes fixes d'A+, en un an, a augmenté d'un peu moins de 50%, plus 45%. Ce qui est quand même assez considérable, même si c'est encore en deçà des obligations légales. Normalement, tous les postes neufs vendus devraient équiper d'une puce d'âme. Sur les véhicules, ça a bien progressé aussi. On est passé, je crois, de 25% à 60% de véhicules neufs équipés. Et sur les 60% de véhicules neufs équipés, on peut considérer que sur la moitié, la puce DAB est active. C'est-à-dire le conducteur est conscient qu'il a le DAB et il faut l'écouter. Et les autres 30%, elle est là, la puce, mais il faut la faire activer. Donc, vous voyez, les chiffres sont plutôt, de l'équipement sont plutôt encourageants. On a aussi une étude médiamétrie annuelle qui donne le pourcentage de foyers équipés d'un poste DAB. Je crois que les chiffres me paraissent un peu optimistes, mais aujourd'hui, 16% des foyers disent être équipés d'un poste ayant la puce DAB. Je ne suis pas sûr que les gens soient vraiment allés voir s'ils avaient la puce DAB. Et puis, dans ces enquêtes, il faut toujours être très prudent parce qu'il y a une certaine confusion dans le grand public entre le numérique des ondes, DAB+, et le numérique d'Internet. Bon, donc voilà des chiffres qui sont encore un peu balbutiants, mais qui sont encourageants. Et puis alors, on a aussi, et c'est des chiffres qui sont encore plus fragiles, mais qui ne sont pas inintéressants du tout, des premiers chiffres de retour d'audience, d'écoute. Alors, méthodologiquement, c'est extrêmement difficile de mesurer des écoutes en DAB+, parce que, par exemple, l'enquête média locale de médiamétrie ne fait pas le distinguo entre l'AFM, le DAB+, et l'écoute sur Internet. Donc, si on veut avoir une idée de l'écoute spécifique en DAB+, il faut regarder des radios qui, certes, étaient peut-être présentes en FM dans d'autres régions, mais dans la région où elles ont été autorisées en DAB+, elles n'étaient pas présentes en FM. Et là, ce qu'on voit, c'est que ça décolle quand même. Dire certaines données sont si fragiles, je ne vais évidemment pas vous donner les noms des radios, mais certaines musicales et même une généraliste, je vous le dis presque, la plus petite des généralistes, commence à avoir des audiences, alors certes, en part cumulé d'audience, ça se mesure en dixièmes de points, mais ça représente, disons, entre 500 et 1500 auditeurs dans les zones où les mesures sont... Pour les chiffres en dessous de quelques centaines d'auditeurs, les chiffres ne sont pas significatifs, mais quand on mesure 500, 1500 ou même 3500 auditeurs d'A+, ça commence à le devenir. Donc, disons, il y a une petite brochette d'une dizaine de radios qui, à la fois, mon cher Jean-Baptiste, des pure players et des radios FM qui acquièrent de nouvelles zones via le DA+, commencent à avoir des audiences, je ne dirais pas significatives, mais qui décollent. Donc, les signes sont plutôt au vert. Merci Nicolas. Juste une petite information complémentaire. Donc, on devrait, en tant que WordDAB, avoir des chiffres publics et officiels d'ici 3 ou 4 semaines sur les taux d'équipement, le nombre de récepteurs vendus en France, en Allemagne, en Angleterre, etc. Donc, dans une infographie qu'on publie tous les ans et qui incluront les chiffres jusqu'au deuxième trimestre 2020. Et les chiffres que Nicolas vous a donnés sur le taux d'équipement des véhicules seront inclus bien évidemment dans ces chiffres et demandent de vérifier. Voilà. Par le cabinet Jato. Voilà, absolument. Alors, on a parlé du DAB. Nicolas nous a parlé tout à l'heure de la stratégie de déploiement en France et notamment d'un élément qui est assez fondamental lorsqu'on veut avoir du succès avec le DAB+, c'est la constitution et l'organisation des multiplexes. Alors, on est en Île-de-France, ici, on est à Paris, ou juste à côté, à Issy-les-Moulineaux.
Donc, lorsque le lancement a eu lieu, c'était en 2014 à Paris, sauf erreur de ma part. Hein. Donc, ça fait déjà quelques années. Et donc, est-ce que vous avez des retours d'expérience? Quelles solutions privilégier? Comment vous êtes organisé? Est-ce que les choses ont évolué? On va peut-être commencer par vous, Christophe Mahé, sur votre retour d'expérience sur l'organisation des multiplexes, une espèce de copropriété. Je pense que mon ami de Radio France sera peut-être plus, parce que je suis pas. C'est une personne dans mon entreprise qui s'occupe de ça plus directement. Après, sur le retour d'expérience de Paris, comme l'a dit le conseiller, elle est très faible actuellement, puisque le retour, c'est essentiellement sur l'audience, et qu'actuellement, déjà, il faut faire la part entre l'IP et le DAB+, quand on a des chiffres qui commencent à sortir. Mais au niveau des multiplexes, je vais tout de suite, après je reprendrai tout de suite passer la parole à Jean-Michel. Avec plaisir. Le problème, c'est que nous, on n'est pas encore autorisé sur Paris. Donc, je peux parler d'ailleurs, mais je ne peux pas parler de Paris, ce serait difficile. À Paris, on est diffusé, effectivement, mais dans un cadre purement expérimental. Mais Radio France a participé à d'autres multiplexes également, avec Move, avec par je peux exemple. en parler ailleurs. Donc, tout à fait. Donc, on va... D'abord, si je peux me permettre, je voulais me permettre de rectifier une ou deux choses qu'a dit Nicolas Curia. Bien sûr. Mais dans le bon sens, quand il évoquait le fait qu'on avait coupé l'onde longue, etc. C'est une expérience personnelle. On a souvent l'habitude de dire que le management d'une entreprise, c'est la gestion du temps. Et on a du mal à raisonner sur un temps qu'on considère trop long, mais qui en fait est court. Moi, quand j'étais Europe 1, je suis arrivé, on m'a dit, aux ondes longues, on ne l'arrêtera jamais. Quand je suis arrivé à Radio France, on m'a dit, alors France Inter en ondes longues, on n'est pas près de l'arrêter. Et les deux sont arrêtés aujourd'hui. Donc effectivement, si on raisonne court terme, ce n'est pas le cas. Si on raisonne avec une vision du temps, eh bien, c'est fait. Et aujourd'hui, effectivement, l'onde longue, il n'y a plus qu'un émetteur. Il n'y a aucun émetteur français déjà. Il n'y a qu'un émetteur luxembourgeois qui émet, c'est tout, RTL. Mais les trois autres, RMC, Europe 1 et France Inter, sont bien arrêtés. À Radio France, on a aussi arrêté l'onde moyenne. Ce qui veut bien dire que ces transitions, elles sont difficiles à appréhender parce qu'on raisonne toujours effectivement devant le pied de ses chaussures, mais que concrètement, si on regarde à 10 ans, elles se font bien. Alors moi, j'ai pris un troisième pari personnel, si je peux me permettre un peu d'humour, c'est de dire à la FM, vous l'arrêterez, mais je serai à la retraite. Là, je pense que je vais gagner, mais je pense qu'on va l'arrêter quand même. Voilà. Alors, les multiplexes. Donc, il y a plusieurs niveaux de planification qui correspondent à plusieurs types d'associations des éditeurs. Le multiplex, bon, on le sait tous, mais rappelons-le, c'est une espèce de syndic de propriété, tout simplement parce que j'ai l'habitude de résumer ça comme ça, en disant, voilà, il y a un immeuble, dans l'immeuble, il y a 10 étages, 7 étages, 8 étages, c'est le nombre d'éditeurs. Chacun est chez lui, fait ce qu'il veut chez lui, dans le respect du bazar vis-à-vis des voisins. Ça s'appelle respecter la part de bande passante des autres. Et puis, il y a des règles de copropriété, quand on gère l'escalier, la propreté, etc. Et tout. Et là, c'est le syndic. Eh bien, l'opérateur de multiplex, c'est le syndic, finalement, d'un multiplex, tout simplement parce que tout le monde est lié par l'exploitation commune d'une même fréquence. Alors, le choix assez majoritaire qui a été pris, en tout cas c'est celui de Radio France, c'est que l'opérateur de multiplex ne dépende pas d'un tiers autre que les éditeurs eux-mêmes. Tout simplement parce qu'on maîtrise mieux son avenir quand on est titulaire de ces autorisations. C'est notre position, ce n'est pas toujours la position de tout le monde, mais enfin elle est à peu près majoritaire. 3 gros niveaux, il y a les multiplex locaux, il y a les multiplex étendus. Je fais une petite impasse sur les intermédiaires qui sont parfois plutôt près du local, parfois plutôt près de l'étendu. Hein, et puis les multiplex dits métropolitains, autrement appelés les nationaux. Nous, Radio France, nous sommes avec 6 de nos programmes sur métropolitains, nos programmes nationaux, France Inter, France Culture, France Musique, FIP, Move et France Info, si j'en ai pas oublié. Et nous sommes sur les étendus avec les stations, les 44 stations, 45 bientôt j'espère, du réseau France Bleu. Ce qui veut dire qu'il a fallu se poser la question comment on vit avec nos collègues, pour ne pas dire nos camarades. Eh bien, on l'a réglé de manière extrêmement simple. Sur le national, nos partenaires, c'est le groupe Lagardère et c'est le groupe Next Radio. Donc on leur a dit, écoutez, on va faire une société ensemble. On a fait une société. Radio France à la moitié, puisqu'elle a 6 chaînes. Next Radio à un quart, puisqu'elle a 3 chaînes. Et Lagardère à un quart. On se répartit les choses. Le président actuel, c'est Radio France. Et on est en train de travailler au lancement qui aura lieu, comme l'a dit Nicolas Curien, pour l'été, pour nous, le 1er juillet. On a lancé nos appels d'offres. Radio France est tenue au marché public, comme vous le savez, donc c'est parfois un peu plus long. Enfin, c'est même beaucoup plus long. On a lancé nos appels d'offres. On a reçu les réponses à ces appels d'offres. L'objectif étant de couvrir les objectifs fixés par le CSA, c'est-à-dire l'axe Paris-Marseille
de manière intégrale au 1er juillet. Nous allons nous réunir la semaine prochaine. On reprend, si j'ose dire, les activités après le congé d'été, puis la gestion du Covid aussi. Et nous allons notifier nos résultats d'appel d'offres pour un démarrage qui, techniquement, ne pose aucun problème pour la date vue avec le Conseil. Très bien. Pour les étendues, puisque là, ce sont les stations du réseau France Bleu, alors sur la base de ce que nous avons fait à Bordeaux et à Toulouse, puis maintenant sur Paris, Nice, Dijon, Toulon et Marseille, l'idée, c'est d'essayer de toujours confier à la même société l'opération de multiplex. Une société qui a des actionnaires de base, en gros des éditeurs qui vont être dans 10, 15, 20 multiplex en France, qui forment un peu le noyau dur, et puis ensuite d'avoir, ville par ville, une convention entre les éditeurs et cet opérateur de multiplex qui permet, ville par ville, enfin, allotissement étendu par allotissement étendu, parlons comme il convient, de pouvoir, allotissement par allotissement, faire que les décisions relatives à la diffusion, parce que c'est essentiellement ça, soient prises par les éditeurs qui sont concernés à l'endroit où ils émettent, où ils sont autorisés. Voilà. C'est assez simple à faire, on vient de le faire. Hein. Donc il y a 2 sociétés qui gèrent, une à vocation plus locale qui est présidée par mon ami Jamil, et une deuxième à vocation plus étendue qui est présidée par Bruno Delport de Jazz FM, et c'est en train de se mettre en place. C'est un énorme travail. Hein. On a passé, Jamil, une année à bosser là-dessus, hein, de manière pas simple. Alors là, c'est nous qui parlons, mais très concrètement, je pense à tous ceux qui ont travaillé, Gilles Béraudier par exemple, à Espace, etc. Je cite personne d'autre parce qu'on en oublie toujours, mais c'est un travail énorme qui fait que ça, c'est sur les rails aujourd'hui. Ça va être sur les rails. Et donc, quand le Conseil qui va accélérer, Nicolas en a parlé, le rythme de ces autorisations va le faire. Donc vous aurez la solution. On a la solution déjà prête, et surtout, clairement. On aura une solution qui soit crédible, fiable et de confiance pour les éditeurs qui seront nouveaux, qui sont plus petits, et qui sont plus régionaux, plus locaux, et qui donc ne sont pas encore dans la mécanique. Ils n'auront qu'à se couler finalement dans un moule, dans un module qui leur permettra d'être assez confortable, une charentaise bien confortable si j'ose dire, mais dans laquelle, effectivement, à l'endroit où ils sont autorisés, ils auront à la même hauteur que tous les autres, à la même hauteur que la station France Bleu de Radio France par exemple. C'est pas parce que Radio France a 30% de part d'audience en France aujourd'hui que Radio France décide de tout. Elle décidera pour un 13e à Dijon, pour un 13e à Marseille, pour un 13e, etc. Ce que vous êtes en train de décrire, Jean-Michel, en fait, c'est l'industrialisation du déploiement. On a industrialisé ça, voilà, et je crois qu'aujourd'hui, ça fonctionne à peu près, et que ça devrait permettre d'éviter ce temps qu'on a mis vis-à-vis du Conseil en disant « Attendez, il faut qu'on fasse ça, c'est pas si... Il faut désigner l'opérateur, il faut voir, il faut faire les appels d'offres, il faut ça. » Toute cette mécanique-là, maintenant, on l'a rodée. Et donc, elle devrait rouler à la faveur du déploiement sur l'ensemble du territoire et surtout du déploiement dans des délais maîtrisés, ce qui nous a parfois un peu manqué. Donc je vais peut-être repasser à Jamil ou à Jean-Baptiste. Vous êtes sur les multiplex de Paris depuis tous les deux 2014, sauf erreur de ma part. Donc, je prends la parole. Je vais répondre peut-être à ta question. Au départ, quand ça a été lancé en 2014, Monsieur le conseiller le disait tout à l'heure, sur les appels complémentaires qu'on a sur Marseille-Nice, on est en train de rattraper des muscles qui sont tombés. Tombés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu se former. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une règle qui voulait qu'à l'unanimité, nous choisissions un opérateur de MUX. On n'avait pas l'habitude, on ne savait pas comment ça marchait, chacun en FM vit chez lui. Ça s'est un peu disputé sur certains MUX. Et total, il y en a au moins 3, si ma mémoire est bonne. Il y en a un à Marseille, il y en a à Paris et un autre à Nice qui sont tombés. Parce qu'on ne savait pas comment gérer vraiment cette chose-là. Et puis ensuite, il y a des égos, ça fait 30 ans que chacun a sa radio, c'était très compliqué. Et ça m'amène aussi à ce que dit Jean-Michel, c'est ce qui nous a conduit aussi à fixer des règles, finalement, entre nous, de confiance, grâce à Gilles, grâce à ce que fait Jean-Michel et d'autres, en disant, voilà, on va décider à la majorité, l'intérêt de tout le monde, c'est pas forcément l'unanimité, mais quand ça ne sera pas l'unanimité, mais simplement la majorité, aucune radio sœur, aucun confrère ne pourra être lésé dans la décision qu'on prend, parce que de toute façon, on a tous conscience qu'on n'a aucun intérêt qu'un des 13 soit mis en difficulté, ou un des 8, ça dépend des MUX, soit mis en difficulté par une décision prise par les autres. Ces règles-là ont permis, sur les autres phases de lancement du CSA, CSA était très présent, en fait. Il y a eu un rôle de conseil aussi, avec les gens du CSA de différents services qui ont travaillé là-dessus, avec nous. Ça a permis, et ça existe déjà, c'est-à-dire ces formes d'OpenMux où tout le monde se met d'accord à la majorité et on vote, d'ailleurs, à chaque fois, on vote.
Les autres qui ne sont pas d'accord ou qui hésitaient sur une telle ou telle décision acceptent le résultat du vote et fonctionnent. Pour ce qui permet d'éviter de faire tomber les MUX. Voilà, Donc on ce arrive qui a à avancer évité plus de faire vite. tomber les MUX, et tous les autres appels qui ont été lancés depuis, jusqu'ici, à ma connaissance, à part un accident sur Marseille, parce qu'une des radios a une difficulté, si la mémoire est bonne, qui est en train d'essayer d'être réparée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, aucun MUX n'est tombé. Mais ça prouve aussi que nos confrères, d'abord, on a rencontré des gens extraordinaires. On a dans les locaux, en particulier, et les étendues aussi, on avait connaissance de radios qu'on ne connaissait pas, sauf quand on les écoutait en voiture en passant dans la région. De gens formidables qui ont des projets depuis des années, des associatifs, des B, des D. On a appris qu'on avait quand même pas mal de problèmes communs. Donc on parle de tout, et on arrive à décider à la majorité. Et tout le monde écoute. La difficulté de l'autre, c'est quand même... Donc il y a eu assez toute bien. une phase d'apprentissage depuis 6 ans. Oui, 2014, les est accidents de exploitée par tous les 2014, acteurs. c'est l'apprentissage, c'est rien d'autre. Pendant 30 ans, tout le monde a vécu d'une façon différente, puis du jour au lendemain, vous allez vivre ensemble. Oula. Alors, je vais poser une question peut-être un peu plus générale, et donc Jean-Baptiste, Christophe May, enfin ou vous deux, Jean-Michel et Jamil, n'hésitez pas à intervenir. Est-ce que vous avez changé la manière de déployer vos réseaux de diffusion? Est-ce que vous avez privilégié le déploiement rapide par rapport à la qualité, la puissance, etc. Est-ce que vous avez des stratégies, peut-être Christophe May, sur le déploiement? Je vous promets que tout à l'heure, je serais beaucoup plus intéressant, mais moi, c'est Gilbert Rodier qui s'occupe ça dans mon groupe, etc., et qui a la stratégie. Donc, je préfère que mes confrères qui connaissent beaucoup plus ces points, etc. Non, de toute façon, on se laisse porter un petit peu par différents éléments qu'on ne maîtrise pas, que même tout le monde ne maîtrise pas, etc. Le principe, c'est l'effet de... Enfin, en tout cas, pour Espace Groupe, c'est quand même l'effet de masse. C'est que quand on démarre, autant se peut démarrer le maximum de fréquences dans un laps de temps le plus court possible. Pour nous, le maximum de marques aussi pour avoir une offre vis-à-vis de nos auditeurs, les convaincre et faire qu'il n'y ait pas de coupure dans le signal au niveau national. Et puis aussi qu'on puisse avoir une offre qu'on peut présenter à nos annonceurs, en sachant que les deux se tiennent. Parce que si l'auditeur est là, l'annonceur suivra. Notre intérêt, c'est que ça soit le plus rapproché possible, ce qui n'a pas été le cas depuis de nombreuses années, puisqu'il y a eu des tergiversations. Et que c'est que depuis 3-4 ans, en effet, qu'il y a une volonté du CSA de pousser le DAB+. Alors si on parle justement d'auditeurs, sachant qu'on est sur la région qui a commencé le plus tôt, est-ce que vous avez déjà des retours d'auditeurs Les retours d'auditeurs... Pardon. Non, mais les retours d'auditeurs... Alors, il y a deux choses. Il y a, en effet, pour reprendre ce qu'a dit le conseiller, je crois qu'il y a la FM, mais il y a aussi des zones où on mélange l'IP et le DAB+. Donc, il est clair que nous, pour des radios thématiques comme Jazz, voire Génération, on a des audiences qui sont très substantielles. Sur certaines zones où on ne diffuse pas. Hein. Je crois qu'on fait, depuis de nombreuses années, plus de 30 000 auditeurs sur Jazz Radio sur Paris, ce qui est plus important que des radios qui sont en FM. On n'a pas de fréquence à FM, et c'est depuis 5-6 ans, donc c'est quelque chose d'important. Je parle en Ile-de-France. Donc là, c'est l'IP, puisque le DAB+, on ne diffusait pas sur Jazz Radio. Après, nous, on a regardé un petit peu aussi, comme ce que disait le conseiller, un petit peu où on égrenait, etc. En tout cas, pour nous, on est incapable de dire si le DAB+, même si on est persuadé que dans les prochains mois, dans les prochaines années, ça sera le cas. Mais je pense que Crooner ce Crooner est vraiment le pur player. Oui, Jean-Baptiste. Et j'imagine qu'il a peut-être aussi des informations qu'on n'a pas, parce qu'il doit être intéressé par cette chose, pour répondre. Alors, sur les sondages, comment vous dire, nous avons appris, ça a été l'école de l'austérité, puisque, comme je vous l'ai dit, on a démarré en 2011. Il a fallu tenir quasiment 10 années, c'est-à-dire dépenser et travailler sans compter, et devenir évidemment des militants de la radio DAB+, et on l'a fait avec conviction. Et effectivement, en 2014, nous avons démarré timidement, malgré tous les efforts, il faut le dire, des gens qui étaient en responsabilité au CSA, et mes confrères ont raison de le dire, c'est vrai qu'il y a eu un élan ces dernières années, c'est comme une révolution, elle commence à sourdir et ensuite elle devient comme une évidence. Et là, elle rallie
dans son panache tous les acteurs. C'est comme la constitution des multiplexes. Au début, moi j'étais désespéré. En 2014, quand j'ai vu des mésententes, nous n'avions pas l'habitude, nous n'étions pas encore évangélisés. Et peut-être que nous n'y croyions pas, sauf moi, par intérêt, bien sûr, par nécessité. On n'y croyait peut-être pas assez, mais maintenant, c'est vrai que l'arrivée des grands groupes privés, publics, c'était ce dont on avait toujours rêvé. Et aujourd'hui, tout le monde a compris la nécessité et l'absolue nécessité d'émettre sur une bande de fréquences sur les ondes hertziennes numériques pour être compatible avec ce que pourraient nous proposer les GAFA dans peu de temps. Maintenant, sur les audiences, c'est une immense joie pour moi. J'avais toujours imaginé que mon média s'adressait au CSP+, donc il faut le dire, ce sont les premiers à être équipés dans les automobiles. Nous avons, et c'est un ancien du service public qui vous parle, hein, il n'y a pas que ma sœur, ma tante et quelques amis qui nous écoutent, nous avons de très jolis retours. Et concernant les sondages, par économie, je n'ai pas encore souscrit, j'en suis désolé, à Médiamétrie, mais nous allons le faire. Et nous avons de nombreux témoignages de confrères qui nous ont indiqué qu'effectivement nous apparaissions dans les sondages, et ça avait commencé en septembre-octobre 2019 avec un sondage intermédiaire qui nous mentionnait 0,2. 0,2 sur Paris, ça pourrait faire 20 000 auditeurs jour. Ensuite, d'autres sondages, on me l'a dit, hein, je n'ai pas le droit de communiquer là-dessus, nous accrochent à 0,1. Alors 0,1, c'est pas grand-chose, mais ça fait quand même 10 000 auditeurs jour. Et avec 10 000 auditeurs jour, on peut rentrer au GIE des indépendants. Alors nous attendons pour l'instant, on va s'inscrire à Médiamétrie, on va attendre d'avoir des sondages dans d'autres villes. Ça commence d'ailleurs, là, paraît-il, avec les médias locaux. Et je pense que par effet de masse, comme disait mon confrère, bien sûr, sur toutes ces agglomérations que le CSA nous a données, les frais de diffusion des DAB en plus sont moins onéreux que ceux de la FM. Si on s'accroche et si on se bat bien, très vite, il sera possible d'avoir un minimum de 50 000 auditeurs jour. Et là, ça y est, l'aventure est lancée. Merci Jean-Baptiste. Alors j'ai une dernière question avant de vous laisser conclure chacun à votre tour. Si on va dans la rue... Ah, Jean-Michel, vous aviez un petit commentaire à faire. Non, je ne voulais pas faire un commentaire, je voulais donner une information sur les questions d'audience. Oui. Radio France, on a, je crois, 27,8% de l'audience nationale. Donc à ce titre, on peut rentrer aux indépendants. Donc j'ai bien compris. Non, plus sérieusement, nous sommes évidemment, comment dirais-je, clients de Médiamétrie. Nous sommes même au conseil d'administration de Médiamétrie, hein, puisque c'est le principe de fonctionnement de Médiamétrie d'avoir une parité entre les annonceurs et les médias. Et vous savez probablement que Médiamétrie est en train de préparer l'audimétrie. L'audimétrie, ce que ça va changer, c'est que c'est plus du déclaratif, c'est simplement un appareil qui... comme on le fait en télévision, confirme ce que vous êtes en train de faire et pas seulement ce que vous en dites. Et nous, à l'intérieur de ça, nous sommes favorables au fait qu'on puisse mesurer de manière distincte la réception, l'audience qui est en DAB, l'audience qui est en IP, l'audience qui est en FM. Ce qu'on doit pouvoir faire, puisque, au moins pour les hertziens, puisque le principe, c'est de venir insérer un petit tag sonore à l'intérieur du signal, et que donc si le tag sonore qu'on insère, à l'intérieur de la FM et à l'intérieur du DAB n'est pas le même, par définition, on aura bien l'audience globale de France Inter, mais aussi le nombre sur la FM, le nombre sur le DAB. C'est pour nous essentiel. C'est pour nous essentiel parce qu'il ne faut pas se le cacher. La bataille n'est pas gagnée. Vous évoquiez, Jean-Marc, comment on se développe, comment on analyse le développement. C'est assez simple, vous savez, pour nos camarades privés, il y a combien je mets et combien reviennent, ce qui est logique. Ça ne peut pas être autre chose. Pour le service public, dont on a tort de croire que c'est full credit, et open bar, c'est la même question. Quel budget on met et quel retour on a par rapport à l'orientation de budget qu'on doit faire. Je vais prendre des exemples très simples. Le national, parce que c'est intéressant de parler concret. Sur le national, on dit on doit couvrir Paris-Marseille. Bon, est-ce qu'on couvre Paris avec un petit émetteur? Est-ce qu'on a quelque chose qui va être compatible et comparable avec l'étendue Paris qui va être montée? Est-ce qu'on a sur Lyon quelque chose qui est compatible et comparable avec ce qui va être monté sur Lyon, par les étendues, à Marseille, etc. Pourquoi cette question est importante? Parce qu'à un moment, l'intelligence, c'est quand même l'homogénéité de l'offre. Et que ce n'est pas intéressant pour moi
de développer un étendu où il y aura France Bleu si on ne capte pas les 6 radios de Radio France qui font 95% de l'audience de Radio France. Si on rajoute Europe 1, RTL, etc. et tout, il est évident qu'il est important d'avoir de nouveaux programmes ou des programmes qu'ils ne captaient pas pour les auditeurs, pour notre cas, mais il est aussi essentiel que ça repose sur l'assise de programmes qu'ils connaissent déjà, pour que l'offre soit globale. Et donc, dans les réflexions qu'on a sur le national, cette réflexion-là, elle est évidemment centrale. Et donc, on ne va pas s'amuser à dire on met un petit émetteur parce qu'on n'a pas de soupe et on verra plus tard. C'est on y va. Alors après, il y a effectivement un débat, je ne vais pas rentrer dans le secret des discussions, qui consiste à dire oui, mais bon, est-ce qu'on le fait en 2 temps ? Puisque le CSA lui-même nous propose dans le montage une progressivité. Pour les étendues, en local, c'est exactement la même chose. Je vais prendre un exemple, je crois que je peux me permettre de le faire, c'est ce qui a été fait sur Bordeaux et Toulouse, quand on a discuté au niveau de l'étendue. On fait Bordeaux, on fait Toulouse. Bordeaux, c'est assez simple finalement, puisque avec l'émetteur de Bouliac, pour parler simple, on fait quasiment tout l'allotissement. Donc en allumant Bouliac, on a une configuration physique et géographique qui fait qu'on a carrément l'étendue dès le départ. On dépasse de loin l'objectif minimal que nous fixe le CSA, parce que le terrain nous le permet. Et donc, youpi, on y va. Sur Toulouse, pareil. On couvre la région toulousaine, c'est plus compliqué. Et puis, à ce moment-là, se pose la question, quid de la liaison A62, c'est-à-dire de la liaison Toulouse-Bordeaux. Est-ce qu'on l'a fait, est-ce qu'on ne la fait pas ? Et là, évidemment, il y a un débat qui se passe. Alors bon, nous, Radio France, c'est évident avec la vocation territoriale qu'on a plutôt tendance à dire « allez hop, on y va ». Mais il y a d'autres acteurs, et c'est logique, qui disent « ah oui, mais moi, plutôt dans un second temps, pour qu'on j'ai le temps d'amortir la chose ». Il y a un débat, et puis bon, ça se termine par un vote. Mais je le prends avec un exemple très concret, tu vois ce que tu as expliqué. Et on a décidé qu'on faisait Montauban, hein, parce que comme disait l'autre, il ne faudrait jamais quitter Montauban. Et par contre, on a décidé qu'on ne faisait pas l'axe Marmande-Agen pour faire la suite, et que ça, on le fera en phase 2. Voilà. C'est un équilibre. Nous, Radio France, on aurait tout à fait été prêts à le faire. D'autres acteurs étaient moins prêts à le faire. On a voté, on s'est mis d'accord comme ça, et puis youpi, c'est comme ça. C'est comme ça, très concrètement, que ça se passe. Ce qui est important, c'est de revenir aux fondamentaux que nous a fixé le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Quand on est en métropolitain, le mot métropolitain signifie quel est l'objectif. Quand on est en étendue, c'est clair ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'à la fin, on couvre l'allotissement, et quand on est au local, ça veut dire qu'on couvre l'agglo ou les agglos principales. Donc il faut rester dans ça et y aller en 2-3 temps. C'est ce qu'on fait. Très très bien. Donc un élément qui est important, sur lequel je voudrais que vous commentiez chacun de manière très rapide, c'est le faire savoir. L'auditeur est important. Pour l'instant, si on va dans la rue, vous posez la question à n'importe qui, le DAB+, ils ne connaissent pas. On sait qu'on va avoir l'intégration du DAB+, dans les récepteurs de véhicules ou obligatoire dans tous les récepteurs qui seront vendus à partir de la fin de cette année. Donc nouvelle loi, comité européen, etc. Le faire savoir. Est-ce que vous avez des commentaires particuliers là-dessus ? Est-ce que tout s'organise pour enfin avoir une vraie communication vers le grand public et vers l'auditeur ? Je crois qu'au niveau pratique, c'est un peu comme la mise en place des MUX, puisque on voit le résultat et en effet, ça a l'air de se passer au mieux. Il faut, et je crois que déjà le Conseil curien a essayé de rassembler, je crois que tout le monde répond présent et tout le monde est motivé. Ce que je vous dis, c'est, comme vous dites, le faire savoir, c'est déjà un des éléments qui va participer de façon déterminante à la réussite ou pas du DAB. On a toujours une période très courte, hein, on n'est pas là pour faire un court de publicité, mais où on imprime les cerveaux des gens sur une période très courte et qu'à un moment, ils aillent chercher le DAB sur leur voiture et que ça pousse aussi les constructeurs et tous les fabricants à pousser ce produit en France. Donc, ce que je sais, c'est qu'on en parle beaucoup. Simplement, il ne faut pas se planter sur le temps de cette communication, en plus dans des périodes Covid qui ne sont pas toujours simples, et puis après sur le marketing qui va accompagner ça. Jamil ? Ce que j'ai vu passer, ce que j'ai vécu finalement pendant cette période nous a tous fait comprendre, tous les échecs de 2014 et les succès qui sont en train de se réaliser aujourd'hui, c'est que toute la chaîne doit participer et donner un coup de main. Je pense aux diffuseurs, je pense aux radios, je pense aux annonceurs aussi, aux fournisseurs d'un certain nombre de choses. Il faut qu'on puisse s'aider, et le CSA aussi. Donc, sur la communication, il me semble bien, mais ça t'es très concerné, toi-même, qu'il était question de faire une communication beaucoup plus grande, avec beaucoup plus de gens, quand les zones seront suffisantes. Peut-être que Bordeaux ou Toulouse arrivant,
on commence à voir le bassin où on pourrait faire quelque chose d'un peu plus, entre guillemets, national. Ce que j'ai vu aussi, un peu par hasard, en regardant les publicités, parce que quand on prend l'avion, parfois on a le temps, certains constructeurs, quand ils veulent vendre leur voiture, actuellement c'est un peu compliqué de vendre des voitures, commencent à mettre le DAB+, En avant. en avant. Donc je suis en train de dire, c'est peut-être pas... Ça vient, c'est long, c'est très très long, mais un constructeur hexagonal, je ne parle pas des Allemands qui déjà, BM, etc. en parlaient, mais on a des constructeurs qui parlent de première monte et qui, quand ils font des annonces à la télévision ou dans les journaux, la voiture, elle a 5 ans de garantie, etc. Et elle a le DAB+. Absolument. Ah Là, il l'a. Donc évidemment, après, il y a un travail pédagogique à faire, une explication à donner. Certaines radios, je crois que c'est dans l'Est et dans le Nord de la France, ont fabriqué elles-mêmes leur propre communication sur le fait qu'elles existent. En DAB+, on fait des spots extraordinaires. Radio Orient diffuse d'ailleurs, tout le temps. Il n'y a pas de souci. Il faut qu'on prenne tous des initiatives, il faut que tout le monde mette la main à la pâte. L'intérêt, il y a une question que tu as posée tout à l'heure, à laquelle on n'a peut-être pas répondu aussi. Il y a le quantitatif dans le DAB+, il y a aussi le qualitatif. Et il ne faut pas se tromper, la FM, ce n'est pas une mauvaise bande. Il n'y a pas de mauvais son en FM. Il va falloir être très bon en DAB+. Voilà, il ne faut pas de déception auprès de l'auditeur, ça c'est important. Et je sais que Jean-Michel est très à cheval sur cette qualité. C'est un vrai sujet pour nous. C'est un vrai sujet pour nous, sur toutes les chaînes bien sûr, mais enfin particulièrement sur une chaîne comme France Musique par exemple. Une chaîne comme France Musique aujourd'hui, il lui arrive parfois d'être un peu barboté en FM sur les bords, ce qui pose une vraie difficulté, parce que c'est une chaîne qui est peu traitée, dans laquelle la dynamique est conservée. Vous savez, moi si je bouge la dynamique de France Musique, j'ai immédiatement quelqu'un qui m'entend, qui me dit qu'il n'entend pas les grillons derrière un piano. Et fait la rock d'Anteron. Enfin, j'ai exemple vécu, je n'invente pas. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est évidemment important. Et pour nous, il est clair qu'on n'a pas encore qualifié le fait que 80 kilobits de débit permettent à une radio comme France Musique de pouvoir restituer la quintessence sonore de ce qu'on fait. Pour les autres, on n'est pas très inquiet, globalement. Ce qu'on sait, c'est que ça barbotera plus, puisque par définition, les canaux sont séparés et protégés les uns des autres. Donc déjà, on n'aura pas la question de brouillage d'un petit camarade qui a tendance à mettre des équipements de traitement de son à 10 dB de puissance multiplex. Alors, qui se suicide son son, ça c'est son problème, mais qui nous suicide le nôtre, ça nous dérange un peu plus. Enfin, vous savez, moi, tant que France Culture, elle double de Virgin Radio à Paris avec un Omnia One, ça me va très bien. Mais bon, toujours est-il que ça coûte moins cher. Mais voilà, donc... C'est quand même des choses qui sont à qualifier. S'il y a un problème, on verra si on peut jouer du débit de nos différentes radios. Je sais que techniquement on peut le faire et je crois savoir que le CSA ne serait pas complètement opposé au fait de l'analyser et avoir une radio plus parlée qui a un petit peu moins de débit pour pouvoir garder la quintessence sonore sur une autre. Tout ça, ça se gère. Ça ne doit pas être une difficulté pour nous très concrètement. Sur la com, parce que vous avez posé la question de la com, même si je ne vois plus rien à travers mes lunettes. Pour nous, il y a 3 niveaux. On a un niveau international déjà, c'est qu'on est membre, nous, du steering board de WorldLab, comme vous le savez, cher Jean-Marc. Absolument. Et donc, on y travaille très activement aussi au niveau international. D'ailleurs, je loupe un steering board qui est en ce moment. C'est pas grave. Donc ça, c'est le premier point qui est pour nous important. Le deuxième, c'est que, en accord et en soutien, j'ose pas dire à l'initiative du Conseil curien, on est en train de travailler sur la création d'une association pour la promotion de la communication. Un certain nombre d'acteurs, en particulier le CERTI, je le mentionne. Je parle beaucoup des indépendants aujourd'hui, c'est fou. Preuve que tout le monde travaille ensemble. Exactement. Et cette association, on a pris un peu de retard, mais en fait on n'a pas pris de retard, c'est parce qu'on est en train de voir à peu près le moment où il va falloir vraiment être très actif. Et enfin, la troisième chose qui concerne Radio France, et qui est assez simple. Je ne connais pas beaucoup d'entreprises qui vendent un produit, une marque, un service, s'il n'est pas en magasin. Absolument. Donc pour nous, Radio France, on ne va pas s'amuser sur l'antenne de France Inter à dire « DAB c'est formidable, écoutez-le, mais vous ne pouvez pas l'écouter sur France Inter. » Donc on va... Alors c'est légèrement en amont, bien évidemment. Nous, maintenant, notre timing il est très clair. C'est 1er juillet, on démarre le national. Cette date du 1er juillet, le conseiller curien le sait bien, ce n'est pas une demande de Radio France. Si ça avait été Radio France, on démarrait à Noël. C'est une demande de nos confrères. Bon, pour des raisons liées notamment au Covid, à la crise, etc., et tout ce qu'on veut bien comprendre. On l'a d'autant plus accepté qu'on n'a pas le choix. Mais on a refixé maintenant cette date à laquelle on tient beaucoup,
du 1er juillet, et laquelle on travaille sur le multiplex M2 pour vraiment qu'elle soit, comment dirais-je, non seulement respectée, mais que personne ne se mette en situation de pouvoir nous interdire de la respecter. À partir de là, on communiquera. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, nous, on a globalement, selon les jours, entre 15, 16, 17 à 20 millions de Français qui écoutent tous les matins. Et donc là, on aura un effet d'échelle immédiat dès que vous allez communiquer sur vos fréquences. Je pense que quand vous aurez 20 millions de personnes qui l'entendent sur nos antennes tous les jours, mais qui l'entendront aussi sur Europe 1, sur RTL, sur les autres radios, même les radios plus petites. Aujourd'hui, le média le plus puissant en termes de messages immédiats, c'est la radio. On le voit bien avec le Covid. Vous voyez la reprise du marché publicitaire. Le plus rapide, le plus efficace pour redémarrer la machine économique, c'est la radio. C'est pas la télé, c'est pas la presse écrite. Eh bien, de la même manière, l'outil le plus rapide, actif, efficace pour faire la promotion de cette technologie, ça sera nous-mêmes. Absolument. Alors, on est très en retard. Je vais déjà demander un mot de conclusion à Nicolas Curien, qui a un petit peu de difficulté pour intervenir, bien évidemment, parce qu'il est un petit peu loin. Mais si vous avez un mot de conclusion, Nicolas ? Oui, j'avais deux messages, l'un sur la communication, l'autre sur la gouvernance des multiplexes. Sur la communication, Jean-Michel s'est très bien exprimé. Le véritable coup de démarrage, ça sera quand les grandes radios nationales, à la fois publiques et privées d'ailleurs, seront présentes en DAB, et où donc la communication ne sera pas déceptive. Parce que, comme le disait Jean-Michel, aujourd'hui, si je dis à ma mère, achète-toi un poste DAB, me dit, oui, mais est-ce que tu peux me le régler sur Europe ou sur France Inter? Bon. Donc c'est un peu difficile de faire de la communication massive sur tout le territoire avant que les MUX, il faudra le faire un peu avant que les MUX démarrent, mais trop en avance par rapport au démarrage des MUX nationaux. Ceci dit, comme il a été dit par l'un d'entre nous, je salue tout à fait les actions de com qui ont été faites au niveau régional dans les Hauts-de-France, et j'invite toutes les régions où il existe déjà, notamment en Alsace, en Rhône-Alpes, à Nantes et à Rouen, où les émissions existent. L'audience, on l'a dit tout à l'heure, est encore très balbutiante, pour ne pas dire confidentielle. Ça serait tout à fait nécessaire que ces régions prennent exemple sur les Hauts-de-France et utilisent d'ailleurs la boîte à outils que préparer les Hauts-de-France. Un dernier mot, Jean-Baptiste ? Très rapidement. Très rapidement. Eh bien, écoutez, quand le grand public il subit, quand il va découvrir le DAB+, il va immédiatement l'aimer. Et effectivement, c'est on en a rêvé avec Jamil Chalak et mes confrères de ce grand démarrage national. Et ça finira par une publicité pour la petite Peugeot qui dira elle l'a le DAB. Et là, nous aurons réussi à convaincre les citoyens sur un moyen pérenne de diffusion de masse de la radio en France et dans le monde. Absolument. Christophe Maé, un mot de conclusion ? Un mot de conclusion, juste pour faire court, nous on a fait des projections économiques puisque sur le DAB, donc c'est pas du tout... si tout se passe très très bien, le retour sur investissement, on le situe au mieux en 4 ans, entre 4 et 6 ans. Donc le pari, il est aussi là. Oui. Donc il faut que nous tous, on tienne pendant ces quelques années. Maintenant, vu ce qui se passe dans les autres pays, on commence à... etc. En effet, il faut être positif et il y a de fortes probabilités que tout cela se passe bien. Si le Covid nous lâche. Ça se passera bien. Absolument. Jamil ? Moi, je tenais simplement à souligner une nouvelle fois aussi les efforts qui ont été faits par certains de nos confrères radio, qui ont accepté aussi de faire le job, de lire les cartes, de négocier avec les diffuseurs, ceux qui ont aussi accepté de faire confiance dans le cadre d'OPMux RNT ou Région Mux. Pour Gilles, pour dire allez-y, discuter avec les fournisseurs, les dates de lancement, parler avec le CSA. Et j'ai découvert des gens extraordinaires qui étaient capables, à 2h du matin, de lire un plan, de lire une carte et de faire des comparos. Donc c'est une expérience humaine en plus. Et oui, il y a une véritable volonté d'y aller. Et je pense que les diffuseurs, qu'ils soient locaux ou des diffuseurs nationaux aussi, ont mis la main à la pâte. Moi, je suis plein de rêves là-dessus. Je pense que ça va marcher. Et Jean-Michel, un dernier commentaire ?
Nous, à Radio France, nous, on s'est amusé en FM, on s'ennuie un peu parce qu'on est capable de savoir à 20 mètres près qui capte ou pas les programmes. Moi, je l'avais fait en TNT ailleurs. Et pour nous, c'est un peu rigolo de le faire en DAB, quoi, parce que c'est pas les mêmes critères. Donc voilà, on se dit, voilà, on s'est loupé, on s'est pas loupé. Puis petit à petit, on affine. On commence à être, je pense, assez précis dans nos calculs. Donc ça, c'est assez rigolo. Pour être plus sérieux, pour Radio France, la diffusion, uniquement les réseaux de diffusion, c'est 55-60 millions d'euros. On sait qu'avec le DAB, en ayant une couverture territoriale pour nos 6 radios nationales, plus nos locales, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, vous avez France Culture, France Inter et France Musique, c'est tout. Je ne vais pas donner tous les taux de couverture, on les connaît. Eh bien, avec une couverture territoriale des 7, c'est-à-dire globalement une offre très nettement améliorée pour le contribuable qui nous finance, on devrait pouvoir réduire de moitié le coût. Meilleure couverture. Je ne parle même plus de la qualité de site, ça et tout. C'est pour ça que pour nous aussi, la vitesse à laquelle le DAB va être déployé est essentielle. Parce que si à terme, c'est la moitié du coût, pendant la période intermédiaire, c'est 150% du coût quand même. Absolument. Donc il est important effectivement qu'on aille de manière résolue avec une idée claire, c'est que ça fonctionne si on se fixe l'objectif pas trop lointain de l'arrêt de la FM, au moins progressif dans certaines zones, voilà, pour basculer. Le ce qu'on message fait est d'autres passé. pays, mais il faut qu'on le fasse nous. Voilà. Messieurs, merci beaucoup de votre participation. Et merci à tout le monde.